Tikenja Fakoly attaque maintenant l'AES alors qu'avant il prétendait attaquer la France-Afrique. C'était Tikenja Fakoly à la déstabilisation de l'AES. Tikenja devient critique de l'AES. C'est-à-dire que tu parles parce qu'il faut parler à tes dents jaunes. Toi, Tikenja Fakoly, tu es bon qu'à critiquer les pays de l'AES. Ce soir, nous allons parler d'un fait précis, un fait documenté. Et ce fait concerne un homme que vous allez apprendre à connaître dans les prochaines minutes. Pourquoi Tikenja Fakoly attaque maintenant l'AES alors qu'avant il prétendait attaquer la France-Afrique? Est-ce qu'il a changé de fonds de commerce? Non, c'est très simple. Je t'explique. Dans une récente interview, Tikenja Fakoly prétend que l'AES est une organisation un regroupement de personnes qui ne veulent pas aller aux élections. C'est très malhonnête, hein, mais Tikenja, c'est un chanteur, c'est pas un intellectuel. Il faut lui expliquer que les élections, c'est arrivé en Afrique en 1991 par François Mitterrand et la conférence de la Bolle. Mais avant ça, l'Afrique avait déjà son propre régime politique. Cette histoire d'élection, c'est un système totalement occidental. Mais ça nous montre bien que Tikenja attaque l'AES parce que c'est un chanteur. Il fait ses concerts où? Pas en Afrique, en Europe. Donc, il ne peut qu'attaquer l'AES. Il fait ça pour travailler. S'il attaque la France-Afrique, il ne pourra plus travailler. Donc, comprenez-le et laissez-le travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà un certain Tikenja Fakoly. 2 jours là, ta bouche et je ton nom est dans la bouche de tout le monde. Dans 2 jours là, ton nom là, ça est dans la bouche de tout le monde. Voilà quelqu'un qui vient, qui fait semblant d'aimer le peuple malien, qui fait semblant d'aimer le peuple burkinabé, de faire semblant d'aimer le peuple nigérien. Toi, tu ne les aimes pas. Nous, on a affiché une vidéo ici qui montre que toi, Nicolas, excusez-moi, toi, Tikenja Fakoly, tu as participé à la rébellion qui a frappé notre pays. Nous tous, on sait ça. Tu as dit dans ta vidéo, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Tu as dit dans ta vidéo que lorsque tu critiques les militaires, tu es traité de faux maliens. Moi, je pensais que tu étais panafricain. Je veux savoir. Ce qui se passe au Mali, là, toi, ça te regarde. Mais vieux, moi, il faut parler de ce que nous, on vit en Côte d'Ivoire. Tu dis que là-bas, là, on les traite de faux maliens. Mais que c'est ce que nous, on vit en Côte d'Ivoire, dans nous, notre propre pays. C'est les Libanais qui viennent nous arracher le terrain que nos arrière-grands-pères ont laissé comme héritage. Ils débarquent du jour au lendemain, c'est pour moi. Et puis tu peux rien faire. Jusqu'à nos propres autorités te disent qu'il faut demander pardon pour que ça n'a pas fini. Et tiens, vieux-moi, toi tu vois pas tout ça là. Tikenja Fakoly, c'est un Malien même qui m'a dit de faire cette vidéo là. C'est un Malien qui m'a demandé même de faire cette vidéo là. Et ce Malien a dit, que de te dire, au moment où ils avaient besoin de toi et de tes conseils là, c'est lorsque le Mali était divisé en deux. C'est en ce moment là qu'ils avaient besoin de toi. C'est ce qu'ils m'ont demandé de te dire enfin. Ils veulent que tu saches comment ils avaient besoin de toi et de ta voix. Ils ne t'ont pas vu. Ah, t'appelles sur le peuple malien. Tu dis lorsque tu soutiens les militaires au Burkina Faso, on te traite de bons Burkinabés. Lorsque tu critiques les militaires au Burkina Faso, on te traite de faux Burkinabés. Et vieux mort, elle te dit, hein, c'est vrai que l'angle qui est là, il n'y a pas hausse dessus. Donc, avec ce qu'il y a, là. Mais là, moi, elle te dit quelque chose, hein. Vieux mort, les sons que tu chantais avant, là, c'était pour rendre honneur aux gens comme Thomas Sankara. Tu m'écoutes, hein? C'est ton fils que tu allais écouter. Les sons que tu produisais, qui ont fait de toi un monument international, c'est le combat panafricain, papa.
Mais moi, il te dit aujourd'hui, peut-être que tu ne le savais pas, mais moi, il te dit aujourd'hui, mais je t'apprends aujourd'hui que celui qui a assassiné Thomas Sankara, là, il vit dans notre pays. Viens m'en dire, si tu peux nous aider, on a besoin de toi. Hein. Tout Africain qui est un instrument entre les mains de l'impérialisme pour participer à la déstabilisation de l'AES n'est pas mon frère. C'est un ennemi de tout panafricain. Voilà. Mais acceptez que je l'appelle encore frère. Frère Tikenja, j'ai longtemps écouté tes chansons à toutes les manifestations que nous avons organisées, que ce soit en France, en Belgique, partout là où on partait. Tes chansons ne manquaient pas dans toutes nos manifestations panafricaines. Cet homme s'appelle Tikenja Fakoly. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, un pays qui pendant de longues années a vécu des crises politiques violentes, des présidents qui se disputaient le pouvoir, des communautés qui s'affrontaient, un peuple entier pris en otage par les ambitions de quelques hommes. Dans ce contexte-là, un artiste émerge, Tikenja Fakoly, chanteur de reggae, ivoirien. Et dès le début des années 2000, cet homme fait une chose que peu d'artistes africains osaient faire à l'époque. Il prend position, publiquement, sans ambiguïté. Chaque semaine, il sort un morceau. Et dans ces morceaux, il nomme, il accuse, il dénonce les présidents ivoiriens en place. Il dénonce la corruption. Il dénonce l'oppression du peuple. Il dénonce les puissances étrangères qui maintiennent l'Afrique sous leur emprise. Sa musique tourne partout, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe. Des milliers de jeunes font de lui leur référence. Il remplit des salles à Paris, à New York, partout dans le monde. Il est reconnu internationalement comme une voix du continent africain. Mais voici le fait central de cette histoire. En Côte d'Ivoire, il existe à cette époque une fracture politique majeure. D'un côté, le pouvoir en place. De l'autre, un camp d'opposition mené par des figures politiques issues du nord du pays. Tikenja Fakoly choisit un camp. Il soutient ouvertement l'opposition. Dans ses chansons, il attaque les présidents en exercice. Il les insulte. Il appelle le peuple à résister. Il utilise toute sa notoriété au service de ce combat politique précis. Et ce camp finit par arriver au pouvoir. C'est là que les faits deviennent troublants. Du jour au lendemain, Tikenja Fakoly se tait. Plus de chansons de dénonciation sur la Côte d'Ivoire. Plus de prise de position publique sur ce qui se passe dans son pays. Or, pendant cette même période, des rapports documentent des arrestations d'opposants politiques en Côte d'Ivoire. Des témoignages font état de tortures. Des journalistes sont muselés. Des jeunes disparaissent. Le pays que Tiken disait défendre continue de souffrir. Mais cette fois, c'est son camp qui tient les rênes du pouvoir. Et cette fois, Tiken ne dit rien. Mieux encore, il quitte la Côte d'Ivoire. Il s'installe au Mali. Il y construit une maison. Il y établit sa vie. Ce sont les faits. Un artiste qui pendant des années a construit toute sa carrière sur la dénonciation des abus de pouvoir choisit le silence total dès lors que le pouvoir appartient à son camp politique. Il ne critique plus. Il ne chante plus contre l'oppression ivoirienne. Il part. Et de l'extérieur, il redirige ses critiques vers d'autres pays. Vers le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ces mêmes pays qu'il avait accueillis. Ces mêmes pays qu'il avait lui-même célébrés dans ses prises de position passées. Les faits sont là. Ils sont clairs. Ils ne demandent pas d'interprétation particulière. Un homme qui crie contre l'injustice quand l'injustice arrange ses intérêts. Et qui se tait
quand cette même injustice dérange sa position. Ce n'est plus du journalisme que de le dire. C'est simplement lire ce qui s'est passé. Chronologiquement, factuellement. Et c'est précisément pour ça que cette histoire dérange autant ce soir. Tikenja Fakoly publie une vidéo. Une simple vidéo. Et en 4 jours, tout bascule. Dans cette vidéo, il s'attaque aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Ce sont 3 pays. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont décidé chacun à leur tour de rompre avec leurs anciens partenaires occidentaux et de prendre en main leur propre destin. 3 pays qui font parler d'eux. 3 pays qui divisent profondément l'opinion africaine. Et Tiken choisit ce moment précis, ce contexte précis pour les attaquer publiquement. Maintenant, regardons les chiffres. Avant cette vidéo, Tikenja Fakoly réalisait en moyenne 3000 vues sur ses publications. 3000. Pour un artiste de sa génération, pour quelqu'un qui a rempli des salles à travers le monde entier, 3000 vues, c'est un chiffre modeste. C'est le chiffre d'un artiste dont la visibilité a considérablement baissé avec le temps. Un artiste que le grand public avait progressivement oublié. En 4 jours seulement après la publication de cette vidéo, le compteur affiche 400 000 vues. 400 000. En 4 jours. Son meilleur score en 2 ans. Arrêtons-nous sur ce chiffre parce qu'il est fondamental pour comprendre ce qui s'est réellement passé. On ne passe pas de 3 000 à 400 000 vues par accident. On ne multiplie pas son audience par 130 en 4 jours sans avoir touché quelque chose de précis. Sans avoir appuyé sur un bouton particulier. Et ce bouton, dans ce cas précis, c'est la colère. La colère des partisans de l'AES qui ont partagé la vidéo pour la dénoncer. La colère de ceux qui le soutiennent et qui l'ont relayé pour défendre son message. Tu dénonçais les présidents à vie. Tu dénonçais les élections confisquées. Tu dénonçais le peuple qui est privé d'alternance. Tes chansons nous donnaient du courage. Tu as même dit, lorsque nous serons unis, ça va faire mal. Mais aujourd'hui, les États de l'AES se sont unis pour créer une fédération. Cela te gratte. Il est où le problème? Hein? Ce qui s'est passé dernièrement en Côte d'Ivoire, est-ce que tu l'as dénoncé? Hein? Ado qui a modifié la constitution, ton président, pour briguer un 3e mandat, après un 4e mandat. Il a écarté ses principaux adversaires politiques comme les Laurent Gbagbo, alors qu'à son époque, Laurent Gbagbo l'avait permis d'être candidat. Il les a écartés parce qu'il voulait à tout prix briguer son 4e mandat. Les débats dans les commentaires, les réactions en chaîne, les partages sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Chaque personne indignée, chaque personne qui voulait répondre à Tiken a fait exactement ce que Tiken attendait. Elle a contribué à propulser sa vidéo vers des millions d'écrans. Et c'est là que le fait devient encore plus troublant. Tikenja Fakoly n'est pas un jeune artiste naïf qui découvre Internet. C'est un homme d'expérience. Un homme qui a navigué pendant des décennies dans les eaux agitées de la politique africaine. Un homme qui connaît le pouvoir des mots, le pouvoir des symboles, le pouvoir de l'émotion collective. Quand un homme de cette expérience publie une vidéo sur un sujet aussi sensible, dans un contexte aussi tendu, il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il va provoquer. Il sait exactement comment votre réaction va se transformer en carburant pour sa visibilité. Vous pensiez combattre son message.
vous avez financé sa renaissance. Voilà le paradoxe cruel de cette histoire. Les personnes les plus en colère contre lui sont précisément celles qui lui ont offert cette tribune monumentale. Sans leur indignation, sans leur partage, sans leurs commentaires enflammés, cette vidéo restait à 3000 vues. Elle disparaissait dans l'immensité d'Internet en quelques heures. Mais avec leur réaction, elle est devenue un événement, un phénomène, un sujet de débat continental. Et derrière ce constat, il y a une réalité plus large que cette histoire illustre parfaitement. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'attention est une monnaie, où la controverse est une stratégie, où provoquer la colère de l'autre est souvent plus rentable que chercher son adhésion. Les algorithmes des réseaux sociaux ne font pas la différence entre un partage enthousiaste et un partage indigné. Pour eux, un clic est un clic. Une vue est une vue. Et celui qui comprend cette mécanique peut l'utiliser à sa guise. Ce soir, les faits sont donc les suivants. Un artiste en perte de vitesse publie une vidéo polémique sur un sujet qui divise profondément l'Afrique de l'Ouest. En 4 jours, il réalise son meilleur score en 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? Tu n'as jamais dénoncé ça. Nous savons tous comment le scrutin s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne t'a jamais entendu. Chez moi, en République du Congo, Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir depuis 1977. Il a eu une transition de presque 5 ans. Il est revenu et ça fait 29 ans qu'il est là. Il organise des élections tous les 5 ans. Qu'est-ce qui change? À quoi sert ce rituel démocratique si l'alternance est impossible dans nos pays? On a tous vu comment ça s'est passé au Cameroun. La photo de Paul Biya battre campagne pour une élection. Qu'est-ce qui a changé? As-tu dénoncé cela? Non. Hein? Le problème, ce n'est pas d'organiser des élections ou pas. Le problème, c'est organiser des élections qui seront véritablement libres et transparentes. Le problème, chez nous, on ne connaît pas la vérité des urnes. Jamais. Il y a toujours des conflits post-électoraux dans nos pays. C'est comme si organiser une élection devenait un drame dans nos pays parce qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la transparence. Tu ne l'as pas critiqué? Des élections verrouillées? Hein? Tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que la nouvelle génération africaine s'en fout de cette démocratie à l'occidentale qu'on est venu nous imposer. Le principal pour nous, c'est d'avoir à la tête de nos États des patriotes. Ceux-là qui ont la fibre patriotique. Ceux-là qui se soucient du bien-être de nos populations. Ceux-là qui feront du développement leur priorité. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui dans l'AES. Pourquoi ça doit te gratter dans le derrière? Pourquoi? Ah, pourquoi? En tant que vrai panafricaniste, tu dois commencer d'abord par dénoncer ce qui se passe dans ton pays. Ce que Ado a fait. Est-ce que c'est ça les élections que nous voulons, nous? Même ceux qui nous ont ramené la démocratie, chez eux, ça ne se passe pas de cette façon. Chez nous, on doit toujours se comporter comme des animaux. Et tu viens défendre quoi? Des élections. Sache-le, que l'AES, aujourd'hui là, n'a pas besoin d'élections. Même s'ils vont rester là 20 ans, tant que les populations sont satisfaites, ce n'est pas ton problème, va t'occuper de Ado. J'espère qu'on s'est compris. Sassou Nguesso s'apprête encore à briguer un énième mandat.
il est en train d'organiser une élection. Les dés sont déjà jetés. C'est ça que tu veux comme élection, qu'on continue à organiser ces mascarades et rien ne change. Nos enfants bravent la Méditerranée, le chômage chez les jeunes, il n'y a pas de travail, les gens mangent difficilement. Et ce sont précisément ces opposants les plus virulents qui ont rendu cela possible. La question que cette histoire pose n'est pas de savoir si Tiken avait tort ou raison dans son message. La question est bien plus fondamentale. Dans un contexte de guerre, de tensions politiques et de déstabilisation, qui profite réellement de votre colère? Et à quel moment votre indignation cesse d'être une arme entre vos mains pour devenir une arme entre les mains de celui que vous croyez combattre? Ce sont les faits. Rien que les faits. Tiken Jah Fakoly a écrit quelque chose en 2022. Une publication sur sa page Facebook. Et cette publication, aujourd'hui, revient le hanter. Voici ce qu'il a écrit, mot pour mot. Imaginez le Mali et le Burkina Faso de Sankara, unis, résistant ensemble au terrorisme et à l'impérialisme. Ce pourrait être le début des États-Unis d'Afrique. Un rêve de Rastaman. Prenons le temps de bien comprendre ce que cela signifie. En 2022, Tiken Jah Fakoly appelle publiquement à l'union du Mali et du Burkina Faso. Il cite Sankara. Thomas Sankara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une figure historique majeure du continent africain. Un président burkinabé assassiné en 1987. Un homme qui a consacré sa vie à l'idée d'une Afrique souveraine, indépendante, unie. En citant Sankara, Tiken ne fait pas une simple référence musicale. Il s'inscrit dans une vision politique précise. Celle d'une Afrique qui se lève, qui s'unit, qui résiste ensemble à ceux qui l'exploitent. Il va encore plus loin. Il appelle cette union potentielle le début des États-Unis d'Afrique. Cette expression, elle n'est pas anodine. Les États-Unis d'Afrique, c'est un projet politique vieux de plusieurs décennies. C'est le rêve de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, père de l'indépendance africaine. C'est l'idée que l'Afrique ne peut être vraiment libre que si elle est unie, politiquement, économiquement, militairement. Tiken Jah Fakoly en 2022 embrasse ce rêve. Il le revendique, il l'appelle de ses vœux. Maintenant, regardons ce qui s'est passé après 2022. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent l'Alliance des États du Sahel. Ces trois pays décident de former une confédération. Ils avancent vers une fédération. Ils mutualisent leurs ressources militaires pour combattre le terrorisme ensemble. Ils harmonisent leurs politiques économiques. Ils se dotent d'institutions communes. En d'autres termes, ils font exactement ce que Tiken Jah Fakoly appelait de ses vœux en 2022. Ils construisent, brique par brique, ce qu'il appelait lui-même le début des États-Unis d'Afrique. Et Tiken Jah Fakoly publie une vidéo pour les critiquer. Voilà le fait central de cette troisième scène. Un homme qui en 2022 rêvait publiquement d'une union entre le Mali et le Burkina Faso, un homme qui citait Sankara, un homme qui appelait ce projet le début des États-Unis d'Afrique. Ce même homme, lorsque ce projet commence à prendre forme concrètement, sort une vidéo pour attaquer ceux qui le réalisent. Il leur reproche d'avoir 3 présidents pour une alliance. Il les accuse de fuir les élections. Il remet en question la légitimité de leur union. Mais les faits sont là. Ils ne mentent pas. Il y a un élément supplémentaire que les faits nous obligent à mentionner ici. L'Union européenne. Tiken, dans sa vidéo, critique l'AES en disant qu'une union avec plusieurs présidents n'a pas de sens. Mais l'Union européenne compte 27 pays, 27 gouvernements, 27 présidents. Et personne ne remet en question sa légitimité sur cette base. Ni Tiken, ni personne d'autre. Ce 2 poids 2 mesures que les faits révèlent est impossible à ignorer.
Alors la question que cette troisième scène pose est simple. Comment un homme peut-il en l'espace de quelques années appeler à la construction d'une Afrique unie et attaquer publiquement ceux qui tentent de la construire? Comment peut-on citer Sankara en 2022 et critiquer en 2024 les héritiers de sa vision? Comment peut-on rêver des États-Unis d'Afrique et reprocher à 3 pays de s'unir? Les faits ne répondent pas à ces questions. Les faits les posent. Et c'est précisément pour ça qu'elles sont si puissantes ce soir. Parce que ce n'est pas un adversaire politique de Tiken qui le contredit. Ce n'est pas un journaliste hostile qui l'attaque. C'est lui-même. Ce sont ses propres mots, sa propre publication, sa propre vision de 2022 qui se retourne contre sa prise de position de 2024. En politique comme en art, la crédibilité se construit sur la cohérence. Et ce soir, face aux faits, cette cohérence est introuvable.